À l'Assemblée nationale, l'auteur de la motion contre le Premier ministre Matata Ponyo revient sur le dossier après avoir réuni le nombre requis de signatures. Pendant ce temps, 2 autres ministres défilent déjà devant les députés nationaux. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également dans ce journal du lancement et de la signature du plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement de la RDC. C'est le vice-ministre des Affaires étrangères qui a effectué ce lancement à Kinshasa. Il était accompagné de quelques agences des Nations Unies œuvrant en RDC. Nouveau titre de l'actualité dans ce journal de Télé 50. Bienvenue à tous à l'Assemblée nationale. Député UNC Baudouin Maillot tient encore à l'interpellation du Premier ministre Matata Ponyo après avoir réuni le nombre requis de signatures de ses collègues. Il a déposé ce jeudi au bureau de la Chambre basse du Parlement sa motion de défiance contre le chef du gouvernement. La presse qui suit le débat engagé dans le cadre de 2 questions orales adressées aux 2 membres du gouvernement s'est aussi intéressée aux raisons de la démarche de l'auteur de cette motion ainsi que celle de ses co-signataires. Fabien Lumbala. Matata Ponyo est-il sur un fauteuil éjectable? En tout cas, la question mérite d'être posée à la lumière de l'évolution dans la démarche du député Maillot. Accompagné de quelques-uns de ses collègues signataires de sa motion de défiance, le député Maillot, que nous avons suivi jusqu'au service courrier du bureau du président de l'Assemblée nationale, a juste effleuré les raisons de sa démarche contre le Premier ministre. Nous reprochons au Premier ministre, dans sa gestion, la violation de la Constitution et des lois, les actes de mégestion et l'impunité. Plus de 125 signatures récoltées, le député UNC ne croit pas que sa motion est alimentaire, selon l'expression empruntée de quelques-uns de ses collègues signataires qui s'étaient retractés. La motion est déposée. Elle est déposée. Si elle était alimentaire, on n'aurait pas recueilli autant de signatures. Quelles sont les chances d'aboutissement de cette motion de défiance? La majorité se laissera-t-elle séduire en cette période des préparatifs des consultations nationales pour lâcher l'homme dit de la rigueur? Aucun député de la famille politique d'Augustin Matata Ponyo n'a voulu se prononcer sur ce sujet en ce moment. Entre-temps, les élus ont continué leur débat sur la problématique de la justice en République démocratique du Congo. Beaucoup d'interventions de la part des élus du peuple qui ont tenu à en découdre avec les successeurs de Luzolo Bambi. Parmi leurs préoccupations, la gestion des centres pénitentiaires, le refus de certains magistrats d'être mutés dans quelques provinces. Quelques députés ont même proposé la révision de la Constitution de la République pour justement résoudre la question de l'indépendance de la magistrature. Et puis c'est ce jeudi qu'est intervenu le lancement de la signature du plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement de la RDC à Kinshasa. C'est le vice-ministre des Affaires étrangères qui a effectué avec quelques agences des Nations Unies œuvrant dans le pays. Il s'agit du PNUD, du PAM, de l'UNICEF et du Fonds des Nations Unies pour la population. Ce plan sera largement axé sur les problèmes sociopolitiques de la République démocratique du Congo. Claude Biringani. Une simple signature, mais qui vaut tout son pesant d'or pour la République démocratique du Congo, qui en tirera profit pendant 5 ans, durée de la mise en œuvre de ce plan cadre de développement. Le plan cadre qu'on vient de lancer, c'est plus un instrument de travail qui va permettre aux agences du système des Nations Unies d'apporter efficacement leur appui, n'est-ce pas, quant à l'application du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté DSRP, qui est le livre de chevet du gouvernement pour le développement de la République démocratique du Congo. Un appui de taille donc pour le gouvernement. Le secteur figure même en tête de ses priorités. C'est d'ailleurs dans cette optique que les Nations Unies, un de ses partenaires privilégiés, se sont inscrites. Leur programme doit être totalement aligné au programme du gouvernement, donc les priorités du gouvernement. C'est sur cette base-là que nous avions défini, en fonction des mandats respectifs des différentes agences du système des Nations Unies, quels sont les domaines dans lesquels nous pouvons contribuer. 4 agences des Nations Unies vont devoir exécuter ce plan, parmi lesquelles le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Elle pourra contribuer à hauteur de plus de 300 millions de dollars américains destinés aux domaines bien précis. Tout ce qui concerne les enfants nous importe et donc on va travailler avec le gouvernement, avec la société civile sur toutes les dimensions, santé, éducation, nutrition, eau, assainissement,
tout ce qui concerne les enfants. Plus de 2 milliards de dollars américains seront consacrés à ce programme qui va s'attaquer principalement aux secteurs vitaux du pays, des secteurs plutôt malades. Direction la primature avec cette rencontre spéciale. Contrairement à la coutume, les différents membres de la Troïka se sont réunis ce jeudi avec objectif d'évaluer la situation économique de la République démocratique du Congo. C'est donc une Troïka stratégique qui a statué sur 2 points, notamment la question de la taxe à valeur ajoutée remboursable, mais également la mise des ressources à la disposition de la SOFIDE par le gouvernement, une mesure qui vise à assurer son bon fonctionnement. On écoute le vice-premier ministre et ministre du budget, Daniel Moukoko Samba. Vous savez, la taxe sur la valeur ajoutée est une grande innovation dans notre dispositif fiscal. Mais la TVA qui est payée par les opérateurs économiques, il y a dans certains cas une proportion qui doit être remboursée. Il y a eu quelques problèmes, notamment de délais peut-être assez longs de remboursement. Le Premier ministre a voulu s'assurer au niveau de la Troïka stratégique, comme vous l'avez vu aujourd'hui, qui a été élargi donc aux directeurs généraux des 2 régies, la DGDA et la DGI, pour s'assurer que ce mécanisme-là de remboursement de la TVA fonctionne normalement, parce que c'est ce mécanisme qui va crédibiliser la TVA. Le deuxième point, c'était la SOFIDE. Vous vous rappellerez que le gouvernement avait décidé de mettre des ressources à la disposition de la SOFIDE pour un montant global d'à peu près 20 milliards de francs. Nous avons voulu aujourd'hui faire le point de l'utilisation de ces ressources ainsi que de perspectives d'avenir pour la relance de la SOFIDE. L'actualité, c'est aussi l'organisation prochaine à Kinshasa d'une assemblée plénière du symposium de la Conférence épiscopale nationale d'Afrique et du Madagascar. Cette question d'intérêt général a été débattue ce jeudi à la primature entre le Premier ministre Matata Ponyo et la délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, conduite par Nicolas Jomo. Une bonne nouvelle pour le pays, particulièrement pour les chrétiens catholiques. L'abbé Léonard Santédi, secrétaire général de la SYNCO, en fait ici le compte-rendu. C'est en fait l'Assemblée continentale de l'Église catholique où les cardinaux, les évêques délégués de tous les pays d'Afrique, mais aussi venant de Rome et d'autres continents, seront ici au rendez-vous ici à Kinshasa et parleront de la réconciliation, de la justice et de la paix en Afrique. C'est l'essentiel du message que cette délégation conduite par le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Nicolas Jomo, a apporté au Premier ministre Matata Ponyo. Comme d'autres pays, la République démocratique du Congo se verra honorer par ses assises de grande envergure après la tenue à Kinshasa du Forum économique de pays francophones, mais également le 14e sommet de la francophonie. La grande rencontre des jeunes du monde entier à Rio de Janeiro au Brésil, du 21 au 28, eh bien, notre pays est aussi honoré parce que c'est notre bienheureux Isidore Bakanja qui a été retenu comme modèle à proposer aux jeunes du monde entier. Au cours de cette rencontre, d'autres points ont été aussi abordés. L'Église catholique veut soutenir à sa manière les FARDC. Vous savez que comme nous avons beaucoup d'aumôniers dans l'armée, l'Église est organisée et fait la demande pour que cela soit ordonné par un évêque qui conduise la pastorale pour aider spirituellement, moralement nos militaires. En décembre 2012, la SYNCO avait été reçue par le chef de l'État Joseph Kabila. Il était alors question de la situation sécuritaire à Goma. Sachez que le secteur minier préoccupe au plus haut point les élus du peuple. C'est ce qui justifie la visite de l'élu de Lukunga, Wivine Moleka, qui s'est rendu chez Pascal Niembo, directeur général administratif de la CESC. L'élu du peuple devrait recueillir toutes les informations possibles sur la fraude minière, d'autant plus que son apport dans le budget va permettre à la RDC de maximiser ses recettes. On l'écoute au micro de Jolidio Kandombe. J'étais venu recueillir des informations supplémentaires concernant le secteur minier et plus particulièrement la commission qui vient d'être mise sur pied, la commission qui lutte contre la fraude. Et le DG Niembo m'a expliqué et m'a donné tous les détails dont j'avais besoin. Parce que vous savez que le secteur minier est un des secteurs les plus importants en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, dernièrement, à l'Assemblée nationale, nous avons eu un débat autour de l'apport du secteur minier dans le budget de l'État. Et je pense que la solution a été trouvée avec cette commission de lutte
contre la fraude qui va permettre à la République démocratique du Congo de maximiser ses recettes dans le secteur des mines. Vu d'abord l'étendue du pays et vu toutes les difficultés, que ce soit au niveau administratif, au niveau sécuritaire et autres, mais je pense qu'une fois que la volonté politique est là, les choses peuvent toujours s'arranger. L'actualité nous emmène droit dans le chapitre sécurité. Les services de renseignement de la police nationale congolaise ont de nouveau mis la main sur un groupe d'individus dénommé Amperia, lequel groupe a voulu attenter à la vie du chef de l'État, du Premier ministre et des institutions. Parmi ces malfrats se comptent aussi des femmes. Ils opèrent sous le label d'une cellule de prière dans la commune de Limete. Après la bande présumée d'escrocs du pasteur Denis Lessi, c'est à celle-ci de prendre le devant de la scène, ici au ministère de l'Intérieur, devant la presse. La bande à M. Jean-Pierre Kankou, démantelée par nos services lorsque ces inciviques se préparaient à lancer des actions subversives armées pour renverser les institutions de la République et éliminer physiquement le chef de l'État. Dans ce groupe où l'on retrouve même des femmes, tous auraient été recrutés dans certains partis politiques de la majorité ou de l'opposition. Pas de précision. Au fil du temps, cette bande armée s'est structurée de la couverture d'une cellule de prière qui se réunissait à la résidence de Madame Kabungama Kabantu Marie-Josée, 6 numéro 33, avenue Tongani, quartier Mososo, commune de Limete, et dont tous les membres s'appelaient mutuellement sous le code pasteur. Les preuves existent et une fois déférée devant la justice, celle-ci fera son travail et en toute démocratie, engagement du ministre de l'Intérieur. Ces compatriotes sont entre les mains de nos services depuis quelques jours, quelques semaines. Ils ont été entendus, les PV existent et à cette étape, la justice fera son travail en toute transparence. Peu avant, la même journée, Richard Mouyej était ici, au camp Lufungula, un camp de police de la ville de Kinshasa, où plusieurs familles, à la suite d'un incendie, se retrouvent sans abri. J'ai tout perdu, même mes économies, dit cette femme, épouse d'un policier inconsolable. Profitant de sa présence, le ministre et sa délégation ont visité le bâtiment administratif en pleine rénovation. L'actualité en province nous emmène droit à l'Équateur. Ce sont les préparatifs pour la prochaine élection du futur gouverneur et vice-gouverneur. Vous le savez, le président avait révoqué l'ancien gouverneur Jean-Claude Baendé pour mettre fin à la crise grave et persistante qui menace les institutions de cette province. Et quelques jours après, la CENI a publié le calendrier de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur. L'un des candidats à ce poste, Arthur Cédéa, revient dans cet élément que nous propose Grace Michel sur les vraies causes de cette crise. L'Équateur, riche en ressources naturelles, est parmi les provinces qui n'ont pas encore connu de décollage dans leur développement. Cette province est également en proie à une crise institutionnelle qui l'a paralysée pendant une longue période. À l'Assemblée provinciale, 2 bureaux se disputent la gestion de cette institution. La province de l'Équateur a trop souffert par rapport à toutes les provinces de la République. C'est la dernière province à terme de développement. Rien ne bouge, rien ne marche à cause de l'égocentrisme de certains fils et filles de l'Équateur. Je pense qu'il est temps que nous puissions nous rattraper par rapport à d'autres provinces. Pour mettre fin à cette crise, le chef de l'État a alors annoncé la révocation du gouverneur Jean-Claude Baendé, qui était déjà contesté par plusieurs députés provinciaux. Et quelques jours après, la CENI a rendu public le calendrier de l'élection du futur gouverneur et vice-gouverneur. La course pour le gouvernorat de la province de l'Équateur est donc lancée et Arthur Cédéa, membre de la majorité présidentielle et candidat à ce poste, compte amener une nouvelle ère dans cette province. Qui peut faire quelque chose, qui peut bien gérer, qui peut être rationnel dans la gestion des finances publiques de la province de l'Équateur? Et moi, Cédéa, j'ai dit, je suis disposé à le faire, c'est pourquoi je me porte candidat à ce poste-là. La date du dépôt de candidature a également été fixée, c'est du 15 au 24 avril et les élections sont prévues pour le 27 mai prochain.
Ouvrons la page sportive avec la FIFA qui vient de dévoiler son classement des nations pour le mois d'avril 2013. Si l'Espagne est en tête du classement mondial, la Côte d'Ivoire 12e est toujours l'équipe africaine la mieux placée devant le Ghana 22e, le Mali et le Nigeria 31e. Les Lions indomptables du Cameroun, eux, réintègrent le top 10 africain. La République démocratique du Congo, par contre, a reculé de 4 pas dans ce classement publié ce jeudi. Le pays se pointe à la 22e position sur le continent et 4